Le ciel parisien s'assombrissait tandis que Gabriel Moreau contemplait la scène depuis la fenêtre panoramique de son bureau. À 34 ans, son visage aux traits élégants portait déjà les marques d'un homme que la vie avait façonné dans la rigueur et l'ambition. Héritier d'un empire financier bâti pierre par sa grand-mère Élisabeth Moreau, Gabriel n'avait jamais vraiment connu autre chose que le succès. Ce jour-là pourtant, ses certitudes s'effondraient comme un château de cartes. Maître Leroy, le notaire familial aux tempes grisonnantes qui avait accompagné sa famille depuis 3 générations, venait de lui annoncer une clause du testament qu'il n'aurait jamais imaginée. Maître Leroy ajusta ses lunettes sur son nez aquilin, l'air profondément embarrassé. La voix du vieil homme résonnait encore dans sa tête. Pour accéder à l'héritage, Gabriel devait être marié depuis au moins 2 ans. Pas un jour de moins. Sa grand-mère, cette femme qu'il croyait comprendre, avait scellé son destin avec cette exigence inattendue. Gabriel passa une main dans ses cheveux bruns, tentant de contenir la colère qui montait en lui comme une vague. Il se sentait trahi. Pourquoi sa grand-mère, cette femme qu'il avait élevée après la mort tragique de ses parents, lui imposait cette condition absurde? Elle qui l'avait toujours encouragé à se concentrer sur sa carrière, sur l'empire qu'elle avait construit. Les mots du testament résonnaient dans son esprit comme une sentence. Sans cet héritage, ce n'était pas simplement sa fortune personnelle qui était en jeu, mais l'œuvre de toute une vie, de plusieurs vies. Les fondations Moreau, qui soutenaient des dizaines d'initiatives culturelles et humanitaires, risquaient de s'effondrer. Des centaines d'emplois étaient en jeu. Le téléphone sonna, le ramenant brutalement à la réalité. C'était Charlotte, sa directrice juridique. « Il est temps d'agir, monsieur Moreau, nous avons une solution », déclara-t-elle de sa voix toujours professionnelle. Un mariage contractuel. Une union sur papier. Sans amour, sans engagement émotionnel. Un contrat comme tant d'autres qu'il avait signé au cours de sa carrière. Charlotte avait déjà préparé une liste de candidates potentielles, des femmes qui accepteraient cet arrangement pour une compensation financière généreuse. Gabriel se leva et marcha jusqu'à l'immense bail vitré. En contrebas, Paris s'illuminait peu à peu, indifférente à son dilemme. Il songea à sa grand-mère, à son regard perçant, à sa voix qui ne tremblait jamais. Elle avait toujours eu une longueur d'avance sur lui. Très bien, murmura-t-il pour lui-même. Si c'est un mariage qu'elle veut, alors ce sera un mariage qu'elle aura. Cette nuit-là, Gabriel ne dormit pas. Il songeait à ce que sa vie allait devenir. Partager son intimité, même superficiellement, avec une inconnue pendant au moins 2 ans. La pensée même lui était insupportable. Lui qui avait toujours vécu dans une solitude choisie, protégeant jalousement son espace personnel. À l'aube, épuisé mais résolu, il prit une décision qui allait à l'encontre des recommandations de son équipe. Il ne choisirait pas parmi leur liste soigneusement élaborée de candidates parfaites. Non, il trouverait lui-même la personne avec qui il partagerait cette mascarade. Quelqu'un qui comprendrait que ce n'était qu'un arrangement temporaire, rien de plus. C'est ainsi que Gabriel Moreau, héritier de l'Empire Moreau, homme habitué aux salons feutrés et aux restaurants étoilés, se retrouva à fréquenter des lieux qu'il n'aurait jamais visités autrement. Des cafés modestes, des librairies de quartier, des expositions d'artistes inconnus. Ce fut lors d'une matinée pluvieuse, dans un petit café du 11e arrondissement, qu'il la vit pour la première fois. Clara Dumas. Elle était assise près de la fenêtre, ses doigts fins tapant frénétiquement sur le clavier de son ordinateur portable. Ses cheveux châtains tombaient en cascade sur ses épaules, et malgré la simplicité de sa tenue, une grâce naturelle émanait d'elle. Gabriel s'installa non loin, l'observant discrètement. Elle semblait concentrée, absorbée par son travail, mais il remarqua les signes subtils d'une inquiétude. La façon dont elle vérifiait régulièrement son téléphone, dont elle se mordillait la lèvre inférieure quand elle regardait l'écran. Puis vint ce moment où son visage se décomposa. Un email, apparemment, qui la fit fermer brièvement les yeux, comme pour encaisser un coup. Gabriel connaissait cette expression. C'était celle d'une personne qui venait de recevoir une nouvelle dévastatrice sur le plan financier. Il s'approcha d'elle, porté par une impulsion qu'il ne s'expliquait pas lui-même. « Excusez-moi », commença-t-il maladroitement. « J'ai remarqué que vous sembliez préoccupé. » Elle leva les yeux vers lui, d'abord méfiante, puis simplement fatiguée. « Est-ce si évident ?» demanda-t-elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Ils parlèrent. D'abord de banalité, puis, étrangement, avec une honnêteté surprenante. Clara était journaliste freelance, spécialisée dans les enquêtes sociales. Un article sur lequel elle travaillait depuis des mois venait d'être refusé.
Ses économies fondaient comme neige au soleil, et les factures s'accumulaient. Quand Gabriel lui proposa son arrangement, il s'attendait à un refus outré, à une gifle peut-être. Mais Clara le regarda longuement, ses yeux verts semblant lire en lui avec une acuité déconcertante. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle simplement. « Parce que vous ne semblez pas être le genre de personne à vouloir plus que ce que je propose, » répondit-il avec une franchise qu'il regrettait déjà. Clara sourit, un vrai sourire cette fois, teinté d'ironie. « Vous vous trompez sur beaucoup de choses me concernant, monsieur Moreau. Mais sur ce point précis, vous avez raison. Je n'attends rien de vous. » Ils se rencontrèrent encore plusieurs fois, définissant les termes de leur accord. Clara poserait des conditions qui surprirent Gabriel, elle garderait son appartement, continuerait son travail de journaliste, et aurait droit à une totale liberté personnelle en dehors des apparitions publiques nécessaires. La compensation financière, bien que généreuse, était moins importante que ce à quoi Gabriel s'était préparé. Ce qu'il ignorait alors, c'est que chaque soir, après leur rencontre, Clara rentrait dans un petit appartement du 20e arrondissement où l'attendait Lucas, son fils de 5 ans. Un petit garçon aux yeux verts comme les siens et aux cheveux châtains ébouriffés, qu'elle élevait seule depuis sa naissance. Le père de Lucas était parti avant même sa naissance, laissant Clara affronter seule la maternité et ses défis. Depuis, elle jonglait entre son métier exigeant et son rôle de mère, s'appuyant sur l'aide précieuse de sa tante Mathilde, une femme douce et bienveillante qui vivait à quelques rues de chez elle. Lorsque Clara signa le contrat de mariage avec Gabriel, elle savait qu'elle prenait un risque immense. Mais les dettes s'accumulaient, et l'école spécialisée dont Lucas avait besoin pour gérer ses difficultés d'apprentissage coûtait une fortune que son salaire de journaliste ne pouvait couvrir. Le jour de leur mariage fut une affaire élégante mais discrète. Clara portait une robe simple, d'un blanc ivoire qui mettait en valeur sa silhouette gracile. Gabriel, dans son costume sur mesure, était l'image même du succès et de l'assurance. Ils échangèrent des vœux qu'ils ne pensaient pas, sourirent pour des photos qui orneraient les pages des magazines économiques, et trinquèrent avec des invités triés sur le volet. Cette nuit-là, dans la suite luxueuse qu'ils partageaient pour maintenir les apparences, Clara attendit que Gabriel s'endorme pour pleurer silencieusement. Pas de regret, juste la douleur sourde de la séparation d'avec son fils, qui passerait désormais la majorité de son temps chez sa tante Mathilde. Un arrangement temporaire, se répétait-elle. Pour son bien. Les premiers mois de leur cohabitation s'écoulèrent dans une routine soigneusement orchestrée. Ils partageaient le même toit, un penthouse somptueux avec vue sur la tour Eiffel, mais vivaient des vies parallèles. Gabriel partait tôt le matin et rentrait tard le soir. Clara avait aménagé un bureau dans l'une des nombreuses pièces inutilisées et poursuivait ses enquêtes journalistiques avec une détermination renouvelée. Ils apparaissaient ensemble lors d'événements soigneusement sélectionnés, galas de charité, premières de théâtre, dîners d'affaires. Leur image de couple parfait se construisait lentement dans la presse économique et mondaine. Mais malgré leurs efforts pour maintenir la distance émotionnelle stipulée dans leur contrat, des moments de réelle connexion commençaient à émerger. Un fou rire partagé devant une pièce de théâtre particulièrement mauvaise. Une discussion passionnée sur l'éthique du journalisme qui s'était prolongée tard dans la nuit. La façon dont Gabriel avait instinctivement pris la main de Clara lorsqu'elle avait trébuché sur le tapis rouge d'une avant-première. Pourtant, Gabriel remarquait des anomalies dans le comportement de Clara. Des appels téléphoniques qu'elle prenait toujours en privé. Des sorties inexpliquées certains après-midi. Et surtout, cette tristesse qui voilait parfois son regard, particulièrement lors des événements où des enfants étaient présents. Un soir, alors qu'il assistait à une réception dans les jardins du Luxembourg, Gabriel observa Clara qui regardait fixement un petit garçon jouant avec son père près de la fontaine. Ses yeux brillaient de larmes contenues, et ses mains tremblaient légèrement autour de sa coupe de champagne. Cette nuit-là, incapable de chasser cette image de son esprit, Gabriel fit ce qu'il s'était juré de ne jamais faire. Il engagea un détective privé pour découvrir ce que Clara lui cachait. Les semaines suivantes furent un étrange ballet de non-dits. Gabriel savait que quelque chose se tramait, mais ne parvenait pas à définir la nature exacte du secret de Clara. Était-ce un amant? Une maladie qu'elle lui cachait? Des problèmes financiers persistants malgré leur arrangement? Pendant ce temps, Clara vivait dans une angoisse constante. Lucas lui manquait terriblement. Elle ne le voyait que quelques heures par semaine, prétextant des rendez-vous professionnels pour s'échapper du Penthouse et retrouver son fils chez sa tante. À chaque retour, la culpabilité la rongeait un peu plus. Non seulement elle mentait à Gabriel, mais elle privait Lucas de sa présence quotidienne. Le petit garçon, malgré son jeune âge, semblait comprendre que quelque chose avait changé.
Il posait des questions auxquelles Clara ne savait pas répondre. Pourquoi ne dormait-elle plus à la maison? Qui était ce monsieur sur la photo dans le magazine que tante Mathilde avait essayé de cacher? Quand reviendra-t-il dans leur ancien appartement? Un jour, le rapport du détective arriva sur le bureau de Gabriel. Il le fixa longuement avant de l'ouvrir, conscient que ce qu'il allait découvrir changerait irrémédiablement la nature de sa relation avec Clara. Le dossier contenait des photos. Clara quittant leur pentouse, prenant le métro jusqu'au 20e arrondissement, entrant dans un immodeste immeuble. Puis d'autres clichés, Clara dans un parc, assise sur un banc, et à côté d'elle, un petit garçon aux cheveux châtains et aux yeux verts. Son portrait craché. Gabriel referma le dossier, le cœur battant. Un enfant. Clara avait un enfant qu'elle lui avait caché. La révélation aurait dû le mettre en colère, le faire se sentir trahi. Au lieu de cela, il ressentit une émotion qu'il n'avait pas anticipée, une profonde tristesse à l'idée de ce que Clara devait endurer, séparée de son fils pour honorer leur contrat. Ce jour-là, au lieu de confronter Clara, Gabriel décida de la suivre. Il la vit quitter leur immeuble, prendre le métro, puis marcher jusqu'à une petite école primaire du 20e arrondissement. Elle se cacha derrière un arbre, observant la cour de récréation avec une intensité déchirante. Et c'est là qu'il le vit. Lucas. Courant, riant, ses petites jambes l'emportant dans une course effrénée avec d'autres enfants. Gabriel fut frappé par sa ressemblance avec Clara, les mêmes yeux expressifs, le même sourire lumineux. Mais ce qui le bouleversa davantage, ce fut l'expression sur le visage de Clara alors qu'elle regardait son fils. Un amour si pur, si profond qu'il en était presque palpable. Et une douleur tout aussi intense à l'idée de devoir rester caché, de ne pouvoir l'approcher. Gabriel s'éloigna avant que Clara ne puisse le voir, l'esprit en ébullition. Toute la journée, il réfléchit à ce qu'il venait de découvrir, aux implications, aux possibilités que cela ouvrait. Étrangement, au lieu de se sentir trahi par le mensonge de Clara, il se sentait investi d'une mission. Celle de réparer ce qu'il avait involontairement brisé. Ce soir-là, il rentra plus tôt que d'habitude aux Pentouzes. Il prépara la table pour un dîner intime, alluma des bougies, plaça au centre une boîte de chocolat fin, ceux que Clara préférait, et à côté, une enveloppe contenant 2 billets pour une exposition au musée d'Orsay qu'il savait qu'elle voulait voir. Et puis, il y avait ce petit paquet, maladroitement emballé dans un papier coloré. À l'intérieur, une petite voiture rouge, identique à celle avec laquelle il avait vu Lucas jouer dans la cour de l'école. Lorsque Clara rentra, son visage trahit immédiatement sa surprise devant la scène qui l'attendait. Puis, quand son regard tomba sur le petit paquet, une ombre passa sur ses traits. Elle savait. Elle avait compris qu'il savait. « Pourquoi tu as cru que tu devais cacher la plus belle partie de toi ?» demanda doucement Gabriel, s'approchant d'elle. Les larmes montèrent aux yeux de Clara, débordant sur ses joues pâles. Tout son corps tremblait sous le poids de l'émotion contenue depuis trop longtemps. « Je ne pouvais pas risquer de tout perdre, » murmura-t-elle. « Lucas a besoin de cette école spécialisée, des soins, d'une stabilité que je ne pouvais plus lui offrir seul. » Gabriel franchit la distance qui les séparait, prit doucement son visage entre ses mains. « Tu n'as rien à craindre, » dit-il avec une tendresse qui le surprit lui-même. « Je t'ai choisi, Clara. Et aujourd'hui, je choisis ton fils aussi. » Cette nuit-là, ils parlèrent comme jamais auparavant. Clara lui raconta tout, la naissance de Lucas, la fuite du père, les difficultés d'apprentissage diagnostiquées chez son fils, son combat quotidien pour joindre les deux bouts tout en lui offrant le meilleur. Gabriel l'écouta, réalisant avec une clarté soudaine que sa grand-mère avait peut-être eu raison, finalement. Ce qu'il lui fallait, ce n'était pas simplement une épouse sur le papier, mais une famille, un foyer, un sens à donner à sa fortune et à son pouvoir. Le lendemain matin, Gabriel accompagna Clara chez sa tante Mathilde. Sa nervosité était palpable alors qu'il montait les escaliers de l'immodeste immeuble. Comment Lucas réagirait-il à sa présence? Accepterait-il cet étranger dans la vie de sa mère? Lorsque la porte s'ouvrit, un petit garçon aux yeux verts identiques à ceux de sa mère se précipita dans les bras de Clara. Elle le serra contre elle avec une intensité qui serra le cœur de Gabriel. « Lucas, » dit doucement Clara, « je voudrais te présenter quelqu'un de très spécial. C'est Gabriel. » Le petit garçon leva ses yeux curieux vers Gabriel, l'examinant avec la franchise désarmante propre aux enfants. « Tu es le monsieur du magazine, » déclara-t-il simplement. « Celui qui a épousé ma maman. » Gabriel s'accroupit pour être à la hauteur de l'enfant, le cœur battant. Dans sa poche, il sentait le poids rassurant de la petite voiture rouge. « Oui,
c'est moi, confirma-t-il. Et je suis très heureux de te rencontrer enfin, Lucas. Au fil des semaines qui suivirent, une nouvelle routine s'établit. Lucas vint vivre aux Pentouzes avec eux. Une chambre fut décorée selon ses goûts, pleine de livres et de jouets. Gabriel découvrit avec émerveillement le monde de l'enfance qu'il avait presque oublié. Il y eut des défis, bien sûr. L'adaptation de Lucas à sa nouvelle école, plus proche du Penthouse mais toujours spécialisée dans les troubles d'apprentissage. Les regards surpris des associés de Gabriel lorsqu'il commença à quitter le bureau plus tôt pour assister aux réunions parents-professeurs. Les questions des journalistes mondains sur cet enfant qui apparaissait soudainement dans la vie du couple Moreau. Mais à travers ces défis, quelque chose d'inattendu fleurissait. Un sentiment qui dépassait de loin les termes de leur contrat initial. Un amour qui se construisait jour après jour, dans les petits moments partagés, Gabriel aidant Lucas avec ses devoirs, Clara et lui riant ensemble devant les tentatives culinaires désastreuses de Gabriel, les promenades du dimanche au jardin des plantes. Un soir, alors que Lucas dormait paisiblement dans sa chambre, Gabriel et Clara se retrouvèrent sur la terrasse du Penthouse, contemplant les lumières de Paris. « Je ne te remercierai jamais assez, » murmura Clara, « pour avoir accepté Lucas dans ta vie. Pour nous avoir donné cette chance. » Gabriel prit sa main, entrelaçant leurs doigts avec une tendresse nouvelle. « C'est moi qui devrais vous remercier, tous les deux, » répondit-il doucement. « Je cherchais un contrat, et j'ai trouvé un foyer. » 2 ans plus tard, lorsque le délai fixé par le testament de sa grand-mère arriva à son terme, Gabriel reçut officiellement son héritage. Mais la véritable richesse qu'il avait acquise n'avait rien à voir avec les chiffres sur son compte bancaire. C'était dans les yeux de Clara lorsqu'elle le regardait par-dessus sa tasse de café le matin. Dans les petits bras de Lucas s'enroulant autour de son cou pour lui souhaiter bonne nuit. Dans les projets qu'ils faisaient ensemble, non plus comme un couple lié par un contrat, mais comme une famille unie par l'amour. Sa grand-mère avait eu raison, finalement. Ce n'était pas l'héritage qui avait sauvé Gabriel. C'était la vérité d'un amour construit sur le courage, le silence et la lumière fragile d'un enfant autrefois oublié. Gabriel comprit enfin ce que sa grand-mère avait essayé de lui enseigner à travers cette clause testamentaire apparemment cruelle, que la plus grande fortune au monde ne valait rien sans quelqu'un avec qui la partager. Que les empires financiers pouvaient s'effondrer, mais que les liens tissés dans l'amour et la confiance résisteraient à toutes les tempêtes. Chaque soir désormais, quand il rentrait chez lui, ce n'était plus dans un appartement luxueux mais vide qu'il pénétrait. C'était dans un foyer vibrant de vie, rempli des rires de Lucas et de la présence lumineuse de Clara. Il avait cherché une épouse par nécessité. Il avait trouvé une famille par destinée.